Bonjour Sylvie, Bonjour Marion. je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, de t'interviewer. Tu es aujourd'hui donc directrice innovation et développement pour les laboratoires Gilbert. Alors C'est déjà, ça. en quelques mots, tu peux me dire qui sont les laboratoires Gilbert? En quelques mots, les laboratoires Gilbert, c'est un laboratoire cosmétique et pharmaceutique qui a différents sites de production dans le Grand Ouest de la France. On est par contre vraiment basé en France de la partie conception que je dirige jusqu'à la partie vente, même si on vend aussi bien sûr à l'international. Et on est une équipe de 1000 collaborateurs aujourd'hui en France. Et donc, comme je l'ai dit, il y a en fait quatre sites de production en fait sur le Grand Ouest. Voilà, donc différentes marques, essentiellement vendues en pharmacie, et une activité aussi de sous-traitance pour des marques tierces. Et là, on va adresser un petit peu plus les différents secteurs, en fait, que ce soit de la GMS ou du milieu un peu plus sélectif. Super. Est-ce que tu peux nous donner quelques marques de votre groupe? Ah oui, alors les marques des laboratoires Gilbert, on en a 33 exactement, donc on en a beaucoup. Alors je pense que vous avez tous dans votre pharmacie un produit laboratoire Gilbert. Peut-être le plus connu, celui qu'on a tous utilisé, c'est le sérum physiologique pour la marque Physiodose. Et puis autrement, des produits pour l'hygiène nasale, pour les produits qui sont donc pharmaceutiques. Beaucoup de dispositifs médicaux, donc par exemple des produits sous la marque Marimer. Des produits antiparasitaires comme Parasidose ou Parasidose moustique, et puis des produits aussi pour le soin des pieds, donc feuille de saule, qui est un petit peu l'origine de la marque et des laboratoires Gilbert. C'est un médicament qui sert à enlever tout ce qui est corps et verrues sur les pieds notamment. Et comment dire, on a aussi beaucoup de marques cosmétiques. Et les plus connus, c'est Léno, Neutraderm, pour les produits plutôt orientés naturels et puis dermocosmétiques. Et puis, on a aussi des marques comme Algotherm, comme Eipoa, des produits à base de monoï, le comptoir du bain. Voilà, donc on a beaucoup de marques, effectivement, dans l'univers aussi du bien-être. Ouais, et large au niveau des applications en tout cas, et des réglementations. Ah oui, 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 au niveau effectivement des statuts réglementaires, je pense qu'on doit tous les faire parce qu'on a aussi, et c'est vrai que j'ai oublié, une grande spécialité dans le monde du bébé avec des produits et des laits infantiles aussi, donc où là on construit en fait les formules au sein du service innovation et développement avec les profils nutritionnels des différents laits infantiles. Et derrière, ils sont fabriqués effectivement au sein de laiteries françaises sur les formules qui ont été développées. Donc aussi la marque Physiolac, donc en lait infantile, qui fait partie effectivement de cette partie monde du bébé des laboratoires Gilbert. Ah, super. Merci Sylvie. Donc du coup, pour ta biographie, tu as commencé avec une maîtrise en biologie marine. Mhm. Et tu as ensuite complété cette formation avec un DESS, donc Master 2, de cosmétologie, Oui, voilà, que c'est tu ça. disais qui était fait à l'unité de pharmacie. Et, Ouais, euh, à la fac de pharmacie de Nantes. Mm. et en 97, tu commences à rentrer au laboratoire donc Gilbert pour t'occuper du développement galénique de la marque Algotherm. Et ensuite, tu vas C'est ça. évoluer au sein du groupe puisqu'il y a une très belle évolution et justement, je te donne la main pour nous expliquer justement tout ce qui s'est passé ensuite parce qu'il y a eu de belles évolutions. Oui, alors effectivement, en fait, quand je suis rentrée au laboratoire Algotherm, c'est la société au Centre de technologie qui avait été rachetée par Laurent Batteur, le PDG des laboratoires Gilbert de l'époque, parce que c'est une histoire familiale, hein, les laboratoires Gilbert. J'ai commencé à travailler avec Laurent Batteur et aujourd'hui, je travaille avec son fils qui est mon patron aujourd'hui. Et donc, quand Laurent Batteur a racheté en fait au Centre de technologie, c'est une société qui était basée en termes d'usine de production dans mon fief natal, à Landerneau. Et cette société, au fur et à mesure en fait de mes études, m'a toujours attirée en fait dans ses activités.
Et donc, j'avais postulé plusieurs fois tout au cours de mon parcours universitaire, de licence, maîtrise, voilà, un petit peu têtue la fille sur son objectif. Et donc, j'ai postulé effectivement plusieurs fois. Et quand Laurent Batteur a racheté en fait le OTB, donc Océan Biotechnologie, la DRH de l'époque, en fait, quand j'ai envoyé mon CV pour une candidature, on va dire, suite à une annonce qui a été en fait réalisée, elle m'a dit, mais ça me dit quelque chose, votre nom, enfin, j'ai relevé votre CV parce qu'il me parle. Ben, je dis oui, oui, je l'ai envoyé, je pense, au moins 7 ou 10 fois dans l'entreprise. Et donc, ben voilà, j'avais effectivement déjà un pied dans l'entreprise par déjà cette motivation à rejoindre en fait l'unité. Mais on m'a dit, bah oui, mais par contre, le poste à pourvoir ne sera pas en Bretagne, mais il sera en fait dans le Calvados, où je suis restée aujourd'hui. Et c'est là que le début de l'histoire, effectivement, a démarré et que, effectivement, pendant 3 ans, j'ai occupé, en fait, la responsabilité du développement de la marque Algotherm, où j'ai fait aussi bien, en fait, de la formulation que de la partie réglementaire, le montage des dossiers DIP. J'ai fait aussi de la formation aux équipes esthéticiennes. J'ai un peu voyagé à l'étranger, justement, pour aller présenter la marque, puisque elle était déjà fortement implantée à l'international. Donc, voilà, ça m'a permis effectivement aussi de développer un peu mes compétences. Et puis, au fil de l'eau, moi, je suis arrivée au laboratoire. Il y avait en fait 2 personnes qui étaient au sein du service R&D. Et ces 2 personnes faisaient à la fois de la R&D, mais aussi de la qualité et aussi de la partie réglementaire. Et donc, en 2000, ma responsable, qui avait ces 3 casquettes, a décidé de se consacrer à la partie uniquement qualité. Et c'est là, en fait, qu'on m'a confié la responsabilité du laboratoire. Et l'équipe, après, a grossi progressivement au fil, en fait, des acquisitions, soit de sociétés ou de marques, ou même de création aussi de nouvelles marques. La marque Notre-Dame, c'est une marque qui a été créée toute pièce au sein des laboratoires Gilbert. Et donc, voilà, on a le plaisir de participer à l'élaboration d'une nouvelle marque. C'est toujours hyper intéressant. Et puis, le service a grossi. Moi, je me suis adjoint en fait les services de différents collaborateurs qui avaient des formations un peu différentes de moi. Parce que, étant biologiste, j'avais un peu de manque quand même en chimie. Voilà, je suis arrivée sur le tard, moi, sur la partie formulation. Je suis arrivée vraiment par l'ingrédient, l'algue, on va dire. Et donc, j'avais besoin, effectivement, d'avoir des gens à côté de moi qui soient un peu plus chimistes. Donc, en fait, j'ai recruté 2 chimistes qui ont rejoint l'équipe. Et puis, au fil de l'eau, jusqu'en 2010, on s'est retrouvés, en fait, à 10 personnes au sein du service R&D. Et en 2010, il y a eu un tournant où on avait beaucoup évolué dans le monde cosmétique et dans les marques cosmétiques en termes de développement. On avait aussi créé et augmenté l'offre pour la partie façonnage. Et donc, on s'est dit oui, mais on a une grosse offre dans notre catalogue qui est orientée pharma. Et ça a été aussi de pair avec l'entrée en fait au sein des laboratoires et à la direction générale du fils de Laurent Batteur, Cédric, qui lui effectivement a voulu orienter fortement l'innovation et le développement dans le secteur en fait pharmaceutique, parce que c'est quand même l'origine des laboratoires Gilbert, et puis là aussi on a beaucoup de volume par rapport à notre chiffre d'affaires et par rapport aussi au volume unitaire des quantités produites. On fabrique plus d'1 milliard d'unidoses stériles, donc l'idée aussi c'est d'apporter un peu de valeur ajoutée à ces produits. Et donc en 2010, alors, petit à petit, ça ne s'est pas fait non plus, je dirais, de façon très tranchée, mais en 2010, moi, j'ai commencé à m'occuper de plus en plus en fait, des produits pharmaceutiques. Donc, à côté de ça, il y a aussi la législation qui a changé avec la directive des dispositifs médicaux, première directive européenne avant le règlement. Ensuite, il y a eu aussi la directive des biocides qui est apparue. Enfin bref, j'ai eu le même produit, la même formule, par exemple, qui a été dans 3 statuts différents. Elle a commencé cosmétique, après c'est devenu un DM, et puis après un médicament. Enfin, voilà, donc
j'ai commencé vraiment à orienter effectivement le développement des produits dans le secteur plutôt pharma, voilà, après les années 2010. C'était vraiment une volonté de la direction d'aller dans cet univers-là. Et donc, voilà, jusqu'en 2020, l'année dernière, j'ai eu un changement aussi dans ma carrière. J'ai plutôt orienté mon parcours vers la partie pharma, cosmétique, et puis la partie innovation aussi qui est apparue, effectivement, comme je l'ai dit, avec l'arrivée de Cédric aussi à la direction, l'envie en fait de faire des choses un peu différentes, de faire aussi des laboratoires Gilbert, un laboratoire qui innove, parce qu'on avait plutôt dans la démarche jusqu'à présent d'être plutôt un peu des suiveurs, c'est-à-dire que voilà, on prenait exemple sur des produits qu'il pouvait y avoir sur le marché, etc. Et on voit qu'il fallait se différencier pour arriver en fait de la valeur ajoutée à nos produits. Et donc j'ai commencé à travailler sur des projets d'innovation. Et donc depuis l'année dernière, je suis donc directrice innovation et développement, et j'ai pris en charge non seulement la partie R&D, mais aussi la partie innovation au sein des laboratoires Gilbert, et puis toute la partie méthode process, parce qu'on a établi un process qui va de l'innovation du produit, en passant par le développement jusqu'à la mise sur le marché. Et puis, on a procéduré tout ça, parce qu'on a quand même un socle pharmaceutique, un manuel qualité, des inspections, etc. Et donc, du coup, on a processé cette partie-là, en fait, innovation et développement. Et donc, j'ai aussi sous ma responsabilité aujourd'hui la partie méthode process qui est liée à la conception, en fait, des nouveaux produits. Donc, le packaging, la faisabilité industrielle, etc. C'est une belle casquette. Donc, une équipe, voilà. Ouais. C'est ça. Donc, je couvre tout le spectre de la conception, et aujourd'hui, donc, 28 personnes au sein du service innovation et développement. Voilà. Oh, c'est super. Et du coup, au niveau justement process, production, est-ce que tu ça aussi? Ah oui, alors ça, c'est un peu quelque chose d'un peu différent dans d'autres laboratoires. Il y a des services de transport industriel où en fait on vient passer un peu le flambeau à un moment donné en fait aux équipes industrielles. Nous, et ça c'est presque un choix effectivement de ma part, mais vraiment concerté aussi avec les équipes, c'est que comme effectivement j'ai grandi avec l'entreprise, j'ai grandi aussi avec la construction de nouveaux bâtiments. Donc j'ai vécu en 2000 d'abord l'installation des premières ZAC, en fait, des zones d'atmosphère contrôlée en fait au sein des laboratoires, et puis après du centre d'expédition, et puis après une nouvelle usine qui est apparue en 2006, puis après une autre en 2015, et après une autre une en 2010, puis après en 2015. Donc bref, toutes ces constructions d'usines, en fait, finalement, j'y ai participé avec mon équipe dans la définition des besoins, etc. Et pour ça, il faut bien connaître effectivement les moyens mis en œuvre pour faire la transposition industrielle. Et donc, nous, dès le départ, quand on développe un produit, on pense tout de suite industrialisation. Mais c'est parce que les laboratoires Gilbert est une entreprise qui maîtrise toute la chaîne de valeur. C'est un peu atypique dans le milieu, c'est qu'on délègue peu en fait à d'autres ou à des prestataires en fait certaines parties. Donc on a développé ce savoir-faire, et donc effectivement le service innovation et développement, on accompagne le produit en fait jusqu'à la première production industrielle, et puis on peut aussi amener à faire du SAV comme sur plein d'autres choses. Pas ça tous les jours, je veux dire, tous les formulateurs sont confrontés à ça. On appelle ça le SAV, c'est ça, c'est le SAV. Donc, et j'ai pas souhaité au sein du service innovation et développement faire un pôle transposition, parce que j'aurais pu aussi. C'est chaque personne, chaque collaborateur qui a travaillé sur son projet qui l'amène sur la ligne. Parce que je trouve ça hyper valorisant, en fait, vraiment, de passer de l'échelle petit bécher de 200 millilitres en fait, au laboratoire, et d'aller passer sur des cubes de 20 tonnes. Le changement d'échelle, ça fait partie aussi de la compétence et de l'acquisition professionnelle. Donc, du coup, je n'ai pas un service transposition industrielle, c'est chaque personne qui gère son projet qui l'accompagne sur sa ligne après.
Ouais, je trouve ça super intéressant justement parce que de partir de la conception vraiment de rien, hein, donc des matières premières à faire la formulation jusqu'à aller jusqu'à la production, je trouve que c'est Mhm. une vraie, la globalité d'un développement produit et je trouve que c'est vraiment intéressant quand tu développes des produits, en effet, de voir tout ce qui se passe, puisque même dès le début, tu vas te poser la question en disant, ah, mais il faut que je produise tant de tonnes, comment on va faire? Avec quelle Voilà, et matière? donc on a certains matériels qu'on a un peu prescrits, par exemple au laboratoire R&D, hein, parce qu'effectivement, quand on peut agiter très très vite au laboratoire, on se rend compte que sur une cuve qui fait 20 tonnes, ben, on a l'inertie, on ne peut pas agiter aussi vite que ce que l'on souhaite, etc. Donc il faut vraiment avoir effectivement tout de suite en tête sa robustesse en termes de formule pour se dire voilà, comment je vais faire pour introduire mes matières. C'est vrai que nous, quand on verse un produit, voilà, simplement à la main dans un bécher, et quand derrière on voit en fait le préparateur qui doit soulever je sais pas, 40 sacs de 10 kilos, on se dit, ben non, on va essayer de faciliter le travail et puis de faire que le produit puisse être aspiré. Donc, même dans le choix d'ingrédients, en fait, on va aller sélectionner la forme de notre ingrédient quand il existe différentes formes, justement pour gérer ce processus de transposition industrielle, d'aspiration, enfin de mise en œuvre, quoi. Et aussi pour gagner en ergonomie au niveau des personnes qui vont fabriquer le produit par la suite. Donc, on essaie aussi de réfléchir à ça. Ouais, c'est super intéressant. Je trouve que c'est très pertinent d'avoir cet ensemble, cette globalité en tout cas. Voilà. Justement, Sylvie, donc du coup, j'aimerais savoir que tu nous expliques en fait comment tu as fait pour se réussir ce beau parcours, hein, parce que c'est vraiment chouette de pouvoir évoluer en interne une société qui grandit et de grandir aussi à l'intérieur. Donc, Mhm. comment tu t'es construite professionnellement et la personne que tu es devenue aujourd'hui à travers 6 questions. OK? Alors, Ouais. quand tu as commencé, quels étaient tes objectifs visés? Je ne sais pas si réellement j'avais des objectifs. Pas que c'est quelque chose que tu réfléchis a posteriori, en fait. C'est vrai que tes questions, elles font réfléchir parce que tu te lances dans le monde du travail. Et puis, bon, il y a 25 ans, j'avais cette chance d'arriver avec un diplôme en poche qui n'était pas, en fait, il n'y avait pas autant d'écoles qu'il y a aujourd'hui, etc. Donc, c'était quand même déjà un petit peu différenciant. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes à trouver un travail, hein. Voilà, ça s'est passé assez facilement. Beaucoup de chance quand même aussi parce que voilà, au moment où je finissais mes études, on va dire le poste presque m'attendait, quoi. Voilà, je ne sais pas si le Robateur m'a attendu pour racheter l'entreprise ou pas, mais en tout cas, effectivement, c'était beaucoup de chance. Mais en tout cas, mon objectif à moi, c'était au tout début de faire quelque chose déjà qui me plaisait. J'avais pas, je me suis pas imaginée toute petite au collège, au lycée, je dirais, à faire du développement de produits cosmétiques ou de santé. Par contre, je m'imaginais déjà avec. Donc, je m'imaginais un peu blouse blanche dans un laboratoire. Le côté manipulation m'intéressait. Euh, mais le côté aussi très concret, parce que quand j'ai débuté à l'université, voilà, je suis arrivée jusqu'à la maîtrise. Le parcours, la suite, c'était d'aller vers une thèse, faire un DEA, une thèse, etc. J'ai bien vu que je me serais ennuyée si j'étais allée dans la recherche fondamentale. Et donc, le côté appliqué, le côté résultat, en fait, c'était vraiment ça qui m'animait. La création d'un produit, voir son produit après dans les magasins, mais quelle fierté, en fait, se dire on est un peu responsable de la création de ce produit-là. Voilà, c'était ça qui m'animait, en fait, finalement, de faire quelque chose de très voilà, que je pouvais toucher en fait. Pendant mes études, d'un point de vue recherche fondamentale, ça m'a intéressée. J'étais passionnée par ce que je faisais et le monde des aides me passionne toujours. Mais clairement, le côté oui, mais encore quoi, qu'est-ce qu'on va en faire de ces matériaux? Enfin, moi, la matière m'intéresse en fait. Donc, mon idée au départ, c'était vraiment ça, de créer du produit. Et puis après, au fil, je dirais, des développements, le fait de rencontrer différentes personnes, de voir que mon poste avait plein de facettes différentes, le relationnel aussi que j'ai pu avoir avec, que
ce soit les équipes, bien sûr, je dirais support, mais aussi les équipes commerciales, parce que très tôt, en fait, j'ai été à vendre, mais en tout cas formée à la vente sur effectivement les produits. Et ce côté-là m'intéressait en fait. Faire le produit, le développer, et puis après aller faire voir en fait le produit dans quel intérêt il pouvait avoir dans son utilisation. Oui, d'avoir et ce côté aussi formation, ouais, la vulgarisation en fait de ce que l'on avait fait et pourquoi est-ce qu'on a choisi chaque ingrédient et que finalement c'est pas anodin. Effectivement, cette matière-là, ce dosage-là, etc. Donc, tout ça, ça m'animait en fait. Et puis, ça m'anime encore. Ah, ben ça Et justement, donc, oui, il y a un petit écho. Comment tu as fait pour évoluer? Est-ce que tu as mis en place des actions pour atteindre justement cette envie d'apprendre et de faire concrètement des produits? Est-ce que tu avais un plan d'action? Alors, j'ai pas un plan d'action. Par contre, si je suis quelqu'un d'assez tenace, je suis quelqu'un de curieux aussi. Et j'adore en fait les nouveaux défis. C'est-à-dire que en gros, au fil des missions qu'on a pu me confier, j'ai jamais dit non à quelque chose avant d'avoir essayé. C'est-à-dire que je pars du principe que si on n'essaye pas, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas faire. Donc, en gros, je pense que j'avais pas un plan de carrière, j'avais pas en fait des idées sur où est-ce que je voulais aller. Mais par contre, quand on me confiait une mission, je l'ai toujours fait en fait quand je connaissais pas le sujet. On va dire, je commençais toujours par me renseigner effectivement sur le sujet. Hein. Je veux dire, on n'apprend pas. Alors même si j'ai eu des cours un peu de techniques industrielles, etc. On découvre le monde de l'industrie quand on y est. Donc, effectivement, la première fois qu'on voit une cuve déjà de 500 kilos, puis après d'une tonne, puis après de 20 tonnes, on a ouf, voilà, on se dit, bon, comment je vais appréhender ce truc-là? Puis après, quand on lui dit, bah oui, mais là, il va falloir choisir les agitateurs. Donc, au début, on ne sait pas trop, puis on rencontre des gens qui, eux, savent, donc on se renseigne, on se discute, on voit ce qui est le mieux. Et c'est ça que j'aime en fait dans les missions qu'on m'a confiées. C'est ça qui m'a permis, je pense, aussi d'évoluer. C'est finalement de pas dire non en fait de but en blanc, de ne pas dire non, c'est pas dans mon scope d'activité. Et par ça, en fait, moi, le laboratoire et les différents dirigeants qui sont succédés effectivement m'ont fait confiance parce que justement voilà, j'étais toujours en fait un peu volontaire pour arriver effectivement à aboutir sur différentes missions. Par contre, au fil de l'eau, j'ai vu ce qui me plaisait et ce qui me plaisait moins, on va dire. Donc, moi, j'ai aussi besoin beaucoup de réactivité. J'aime bien que les décisions soient prises vite. J'aime pas qu'on ça stagne, qu'on discute 3 heures et puis qu'au final, on sort d'une réunion sans aucune décision. Voilà, donc très vite, j'ai un peu laissé tomber la partie aussi réglementaire parce que je le faisais au début, puis je me suis rendu compte que monter du dossier pour monter du dossier, ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. Donc, et j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où on valorise en fait ce qu'on aime faire et là où aussi on est bon pour le faire. Et donc, c'est au fil en fait de ces discussions et au fil de ces missions qu'on m'a confiées que mon parcours a pu évoluer au sein de la société. C'est intéressant. Et justement, dans quel état d'esprit étais-tu quand on te donnait ces missions? Donc, tu disais déjà que tu n'avais pas d'a priori, tu étais volontaire, mais est-ce qu'il y avait, tu avais un état d'esprit particulier pour réaliser ces missions? Je sais, enfin un état d'esprit. Après, c'est mon caractère qui est comme ça aussi. C'est que du coup, comme je suis assez curieuse, effectivement, mais curieuse, mais en même temps, j'ai un côté, ce qui m'a été inculqué à l'université et puis même avant aussi, mais surtout à l'université, c'est ce côté matériel, méthode, réflexion, analyse, discussion. Enfin, j'ai toujours en fait relevé toutes les missions qui m'ont été confiées avec une démarche quand même scientifique. Et donc, ça me permet justement d'y aller plutôt step by step. Je me dis pas forcément, il faut que j'arrive là. Je me dis, bon, le défi à relever, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver
à cet état et comment je peux avancer. Et c'est toujours en fait un pas après l'autre. J'essaye pas forcément de voir les choses dans la globalité. Alors si, on a quand même des objectifs, mais en tout cas, je me fixe pas des choses un peu trop larges. Parce qu'autrement, c'est un peu compliqué en fait. On a l'impression de ne pas voir le bout, on ne sait plus pas comment on va commencer les choses, etc. Donc, toujours en fait un état d'esprit assez scientifique dans effectivement c'est quoi, je dirais, les tenants et les aboutissants, qu'est-ce que je ne connais pas pour pouvoir définir bien justement l'état de l'art, etc. Est-ce qu'il me manque des éléments? Donc, je suis aussi dans une société avec des plans de formation qui sont établis et donc au fur et à mesure de mon évolution, j'étais accompagnée d'un point de vue formation, c'est-à-dire que on n'apprend pas à l'université tout ce qui était les stratégies de propriété intellectuelle. Donc, j'ai été formée sur la propriété intellectuelle. On n'apprend pas la réglementation pharmaceutique. Donc, j'ai été formée. Enfin, et donc, à chaque fois, quand on démarche en fait comme ça, on entreprend une démarche, on dit qu'est-ce qui nous manque pour faire justement l'état de l'art, etc. Comment est-ce que je peux évoluer? On met en face les éléments qui vont bien, bah, ça se déroule tout seul en fait. Donc, voilà, on travaille en confiance et ça se passe relativement bien généralement. Non, c'est bien, c'est la méthode des petits pas pour pas se Ouais, mettre la pression. c'est Voilà, ça. on dit, hein, step by step, on va relativiser et découper l'objectif en petits pas, en petites étapes. Voilà. Mais alors après, je dis pas que ça arrive. Alors cette démarche-là, et on peut bien expliquer quand on arrive aussi à une certaine maturité. Hein. C'est vrai que il y a 20 ans en arrière, des fois, ça m'est arrivé, je me rappelle toujours un jour, mon patron m'avait posé un gros classeur avec toutes les formules que je devais revoir. J'en avais 80 d'un coup. Genre, bon, voilà, tu arrives là, tu te dis, bon, par où je vais commencer, comment je vais faire. Enfin, mais bon, après, voilà, tu te dis, bon, je vais faire comme ça. Tu mets en place un plan, tu essayes de t'y tenir, tu définis, tu discutes aussi avec les personnes qui sont en face de toi et puis qui peuvent te conseiller, t'orienter. Te rassurer, parce que c'est ça aussi, c'est se dire, bon, est-ce que je pars bien sur la bonne voie voilà, donc je dis pas qu'il y a des moments où j'ai pas, oh là là, j'ai trop de choses, voilà, mais la maturité aussi t'aide à prendre du recul sur tout ça, en fait. Mm. Ouais, c'est super intéressant. Merci pour ce partage. Et justement, alors quand tu as démarré ta carrière, est-ce que tu avais des certitudes au fond de toi? Est-ce que tu te disais, je suis sûre de quoi t'es-tu sûre? Bah, en fait, j'avais surtout, j'étais sûre déjà je suis partie en biologie parce que moi, le vivant m'a toujours intéressée. Alors, quel qu'il soit. Je veux dire, du plus petit, de la plus petite cellule, en passant par le ver de terre ou le ver de mer, mais jusqu'aussi aux gros animaux et puis les végétaux. Enfin, je veux dire, voilà, ça m'intéressait cette matière. Moi, je suis vraiment arrivée à la formulation par l'ingrédient. Je ne suis pas arrivée à la formulation par l'envie de mélanger, l'envie de création, etc. Moi, c'était vraiment ce qu'on avait sous la main qui pouvait nous permettre de faire des produits et comment on pouvait en fait justement développer des nouveaux produits avec ça. Donc, je pense que la naturalité, si je suis arrivée au laboratoire Gilbert, et notamment au départ sur la marque Algotherm, mais après les autres marques que l'on a développées, toujours avec un fondement un peu naturel, avec un socle vraiment sur l'ingrédient, c'est parce qu'effectivement, clairement, l'ingrédient, le principe actif naturel m'intéresse. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'animait. Et le respect aussi de ce milieu naturel m'intéressait parce que justement, étant d'origine bretonne, ayant un peu un pied dans l'eau en fait depuis ma petite enfance, clairement en fait ce respect de ce milieu-là m'intéressait. Euh, et j'ai trouvé un écho en fait très rapidement en fait auprès de la direction ici au laboratoire Gilbert où quand je disais attention je suis arrivée, il y avait au sein de la marque Algotherm quelques extraits de plantes de bord de mer qui étaient utilisés, qui étaient protégés. Et là, je leur ai dit, écoutez, ces espèces, elles sont protégées, donc moi, je ne cautionne pas en fait l'usage de ces plantes-là. Donc, OK, on les enlève, on change et on met autre chose. Tu vois, il y a toujours eu cette écoute sur les risques en fait que l'on pouvait avoir et rencontrer, que ce soit environnementaux ou même d'un point de vue sécurité. Et à chaque fois, en fait, le,
le risque que j'énonçais, on n'a jamais été en fait contre. J'ai toujours trouvé une écoute sur effectivement la gestion du risque, et quand on ne pouvait pas lancer un produit, hein, même s'il était annoncé en lancement parce qu'il y avait un échec sur un test quelconque, hein, on ne le faisait pas, on ne serrait pas la vis non plus pour qu'on trouve tout de suite des moyens. Donc effectivement, la certitude que j'avais, c'était de pas pouvoir travailler en fait avec d'autres valeurs que les miennes. C'est peut-être cette certitude-là que je n'avais pas forcément peut-être identifiée, mais je pense que si on m'avait orientée dans des choix qui n'étaient pas en valeur, enfin en concordance avec mon éthique ou mes valeurs, je pense que j'aurais quitté l'entreprise il y a bien longtemps. Mais ce n'est pas le cas, donc effectivement, je suis là 25 ans après. Super. Et justement, entre le début et maintenant, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que tu as appris? Alors, je pense que j'ai appris à déléguer déjà, parce que bah, au début, je me débrouillais un peu toute seule. Labo, on était deux. Enfin, j'avais une technicienne, mais voilà, elle avait aussi certaines missions, etc. Donc, au début, j'ai eu besoin aussi d'ailleurs de travailler un peu en autonomie, et puis parce que tu apprends en fait pendant les premières années, et puis après très vite, effectivement, tu apprends à manager d'abord, dans un premier temps, parce que c'est pas un truc que tu apprends à l'école. Hein. Je veux dire, il y a peu d'écoles où tu apprends à manager, donc c'est l'école de la vie, ça. Et donc, une personne, deux personnes, trois personnes. Donc, au début, en fait, tu as plutôt un management de proximité, etc. Mais après, effectivement, quand l'équipe grossit, tu as besoin un peu de prendre du recul, et puis aussi d'apprendre à faire confiance, à déléguer. Donc, j'ai appris à déléguer parce que je suis un peu dans le contrôle quand même. Donc, c'est pas toujours évident, en fait, quand on a développé une façon de faire, de se dire que l'autre façon de faire d'une autre personne peut être aussi bien que la nôtre. Si on arrive, en fait, à la même solution, le chemin pour y parvenir, finalement, peu importe. Donc ça, j'ai beaucoup évolué dans cette façon de manager, je pense, dans le faire confiance, etc. Parce que pour effectivement déléguer, il faut aussi faire confiance. Et j'ai de la chance d'avoir aussi des collaborateurs qui sont avec moi depuis de nombreuses années, donc ça aide, hein, parce que du coup, on a un vrai climat de confiance effectivement qui s'est établi. Donc c'est peut-être l'évolution majeure, et puis la prise de recul. Enfin, voilà, aujourd'hui, voilà, quand un problème tombe sur le coin de la figure, et Dieu sait qu'on peut en avoir, hein, en développement, hein, face à les échecs de formules, ça fait partie du travail. Voilà, au début, on a vraiment l'impression que c'est un échec vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, qu'on ne sait pas faire, ou qu'on a loupé quelque chose, ou qu'on n'a pas tout vu, enfin, voilà, on se fait beaucoup de reproches. Et là, aujourd'hui, je dis non, ça fait partie du processus. Hein. C'est comme je dis souvent, quand aux achats, on me dit « Ah, mais la matière elle est non conforme. Mais pourquoi elle est non conforme ?» Si on ne contrôlait pas, on ne saurait pas qu'elle est non conforme. Mais il faut contrôler. Donc, c'est comme ça fait partie du processus. Donc, il faut voilà, relativiser, prendre un peu de hauteur. C'est quelque chose, effectivement, que j'ai appris aujourd'hui. Ouais. Et justement, quel leader es-tu? Alors, je suis plutôt aujourd'hui un manager qui va effectivement apporter de la motivation, et puis un peu J'essaye vraiment effectivement de maintenir un niveau de proximité avec mes équipes. Alors, depuis l'année dernière où j'ai pris une dizaine de personnes en plus sous ma coupe, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais voilà, ça se fait. Et puis, j'essaye effectivement d'aller voir toujours en fait chaque personne quand je suis sur site, hein, parce que là, ces temps-ci, on est toujours un petit peu en alternance entre des périodes de télétravail et des présences sur site. Mais moi, j'essaye effectivement d'être le plus possible sur site pour aller dire un petit bonjour à chacun, pour leur demander si ça va, s'ils ont des difficultés, etc. Et puis, pour essayer de dénouer des situations, en fait, pour pas que ça s'enlise, pour que ça puisse avancer. Donc, et puis, j'essaye aussi de recréer des moments au sein de l'équipe partagés, parce que comme j'ai plein de métiers différents, l'idée, c'est que l'expérience de tout le monde peut importer.
et à l'équipe. Et du coup, aussi, d'un point de vue innovation, essayer de créer des séances où chacun, en fait, apporte ses idées, du technicien au responsable inno. Enfin, tout le monde peut avoir des idées dans l'utilisation des produits, dans le choix des ingrédients, dans même les postes de travail que l'on peut avoir au labo pour améliorer l'efficience au travail. Donc, beaucoup à l'écoute, en fait. Mais voilà, je n'hésite pas non plus à être un peu poussive quand il faut. Voilà, donc j'essaye d'être dans la juste mesure, voilà, pour faire avancer tout le monde, quoi. Mais la motivation et puis l'entrain, la prise de recul aussi, parce qu'effectivement, je vois des personnes qui peuvent tout d'un coup voilà, ma formule, j'ai un échec, etc. Ben, c'est pas grave, ça fait partie du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Enfin, essayer de faire rebondir les gens un peu plus vite, quoi. Mais voilà, c'est un peu ma façon de procéder. Et le leadership par rapport aux autres services, ça passe aussi par la bonne connaissance en fait du processus de toute l'entreprise. Et aujourd'hui, comme j'ai un très bon historique sur les constructions d'usines, etc., c'est facile pour moi en fait d'émettre un avis et d'être entendu parce que justement j'ai cette historique que des nouveaux venus n'ont pas. Et à côté de ça, j'essaye aussi pour les nouveaux entrants qui arrivent d'autres structures et qui ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre parce qu'ils ont une autre vision, justement de partager des points de vue, de confronter des idées, etc., quoi. Ouais, c'est intéressant. Donc, voilà, plutôt dans la discussion que d'imposer en fait forcément mes idées, beaucoup dans l'écoute, mais de temps en temps, je peux être un peu butée quand même. Voilà, je suis peut-être bretonne, donc des fois, quand j'ai une idée, j'essaye d'aller aussi jusqu'au bout et de convaincre. Voilà, mais quand je suis généralement un peu voilà, si vraiment au bout d'un moment je ne suis pas entendue ou si voilà, ça m'arrive aussi de me tromper sur des choix, etc. Donc j'écoute et on trouve des moyens de travailler différemment, quoi, tout simplement. Et puis comme tu dis, si tu as développé un climat de confiance, c'est aussi plus facile de pouvoir échanger et voilà, de discuter ensemble sur des possibilités, des nouvelles possibilités en fait. Oui, et puis ces discussions, et ça s'enrichit aussi avec nos clients par le biais aussi de nos clients en façonnage. Quand on travaille effectivement avec d'autres marques que les nôtres, ça nous nourrit. Et puis de la même façon, ce que l'on fait pour nos marques peut nourrir aussi nos clients. Voilà, donc une bonne connaissance finalement de l'ensemble des processus, des matières qu'on utilise, voilà, fait que forcément, on a toujours quelque chose à dire, toujours effectivement un conseil à donner et toujours un conseil à recevoir aussi, tout simplement. Ouais, super. Voilà, merci beaucoup Sylvie pour ton temps, pour cet échange super intéressant de voir cette évolution dans une belle société comme ça, de voir qu'on peut grandir au sein d'une société, c'est chouette. Ouais. Ouais. Et justement, si on veut te suivre, donc j'ai vu que donc, tu as un compte sur LinkedIn. Oui. Et donc sinon, on peut regarder pour la société Laboratoire Gilbert. Vous avez un site internet. Oui, voilà, le site internet des laboratoires Gilbert. Pour ceux qui sont consommateurs des produits, il faut surtout s'abonner à notre programme iFamily, parce que voilà, on a tous un mari, des enfants, enfin voilà, la famille élargie, c'est notre cœur de métier. Et donc, le petit programme iFamily est intéressant à suivre aussi parce que sur le site des laboratoires Gilbert, on a plutôt l'histoire et puis les différentes marques. Mais après, pour chaque marque, on a aussi un site internet dédié, donc pour découvrir plutôt l'univers de la marque, etc. Donc, mais voilà, après, de l'un découlent les autres, voilà. Super. Merci beaucoup en tout cas, Sylvie. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Merci pour cet échange. À bientôt. Peut-être qu'on À se bientôt. reverra sur des Merci. Salut. Salut.